Tout un fromage, une conférence d'Arnaud Delers à Saint-Gervais-Mont-Blanc. Eh bien, merci, merci Emma, merci d'être si nombreux ici. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'aime pas trop parler avec un micro et j'aime autant le son de la voix comme ça. Merci à Emma de son invitation et à cette dynamique équipe d'animation culturelle de Saint-Gervais pour aborder un sujet que tout le monde connaît. Le fromage, l'abondance, le reblochon. Que pensez-vous apprendre ici ce soir? Hein? Ah ben vous risquez peut-être d'être un petit peu surpris. Alors auparavant, je voudrais avoir une pensée quand même pour les agriculteurs et les éleveurs qui traversent en ce moment une crise absolument tragique. Et c'est vrai que dans mon ouvrage, ou même ce soir, j'épargne pas forcément les gens qui parlent du fromage et qui parlent mal du fromage. Je les distingue des gens qui travaillent et qui sont sur l'alpage et qui font un métier difficile. Et je vais vous raconter juste une petite anecdote. Moi, j'ai un papa qui était éleveur, pas de vaches mais de moutons. Et je me rappelle une fois d'une attaque de chiens errants. Et notre troupeau de moutons, qui comptait plusieurs centaines de bêtes, a été littéralement décimé. Et j'ai été marqué, j'avais 17 ans, et je me rappelle, ça va vous paraître peut-être un détail sordide, mais c'est tellement imprimé dans mon esprit que je comprends ce que ressentent ces gens-là aujourd'hui. Pour être dédommagés par les assurances, il a fallu courir la montagne avec un opinel pour aller couper l'oreille droite des brebis. J'avais 17 ans, je l'ai fait et j'ai vu ce que la perte d'un troupeau, que ce soit par une maladie ou par une attaque comme ça, pouvait provoquer chez un agriculteur, et particulièrement chez mon papa. Donc j'ai une pensée pour eux. Aujourd'hui, je me sens très concerné par ça. Voilà. D'où m'est venue cette idée d'aller fouiner et gratter dans l'histoire des fromages que tout le monde pense, et que j'étais le premier à penser connaître il y a déjà quelques mois de cela. Eh bien, c'est des circonstances assez étonnantes. Je suis le directeur du château des Rubins à Sallanches et on organise, comme ici à la Cure, des cycles de conférences. Et puis, un de mes conférenciers me fait fond bond à une semaine ou une dizaine de jours de la conférence. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et il me restait peu de temps, et je me suis dit, allez, je vais la faire moi, je vais l'assurer moi, et je vais aller fouiner, je vais faire une conférence qui va être très facile à préparer, qui ne va pas me demander trop de travail, je vais faire quelque chose sur l'histoire des fromages. Et puis, j'ai gratté, alors par déformation professionnelle, parce que j'ai une formation d'historien, j'ai travaillé sur l'édition du latin en français, des chartes et des parchemins des abbayes d'eau et des abbayes d'abondance notamment, et j'ai toujours eu ce souci d'aller à la source, retourner à la source historique pour essayer de voir si cette source, est-ce qu'elle est bien, qu'est-ce qu'elle nous dit, est-ce qu'elle est bien réelle? Et j'ai appliqué cette technique, ce principe à mon histoire des fromages. Et je peux vous dire que j'ai été de surprise en surprise, cette histoire que je croyais bien établie, et bien vous allez voir ce que mon enquête, ce que mon furetage a débusqué. Alors, auparavant, il me semble important de faire une partie assez copieuse pour vous présenter ce qu'est le fromage. Parce qu'après tout, on sait assez peu d'où il vient, ce qu'il est. Donc je me suis amusé à aller voir un petit peu, fouiner la première fois que l'on trouve des traces de fromage dans l'histoire, la première fois que les archéologues mettent au jour des objets liés au fromage, la première fois que le premier fromage que l'on a encore conservé de nos jours, et on va jouer à ce petit jeu-là pour présenter et préparer un petit peu mon propos. Alors, pour autant, toute bonne étude doit commencer, à mon avis, par une étude étymologique. De quoi fromage est-il le nom? Alors, est-ce qu'il faut aller fouiner dans le grec? Eh ben non, parce qu'en grec, fromage se dit tyros. Et il n'a strictement rien donné en français, à part une invention burlesque de François Rabelais, la tyromancie, c'est-à-dire l'art de la divination par le fromage. Alors je ne sais plus si c'est dans Gargantua ou Pantagruel, c'est l'un des deux, mais
c'est à peu près la seule, le seul héritage de ce grec tyros dans notre littérature. Est-ce qu'il faut aller fouiner du côté du latin, le caseus du latin? Chez les Anglais, oui, parce qu'il a donné cheese. Chez les Allemands, oui, parce que c'est le Käse. Mais en français, à part caséine, plutôt d'un usage très scientifique et limité, on va dire, ou même le mot casier, là non plus, on ne peut pas aller le chercher, on ne peut pas le chercher là-dedans. Non, en réalité, le mot fromage vient d'un mot italien, formaggio, qui désigne pas le contenu, mais le contenant, c'est-à-dire la fourme. La fourme, c'est la forme, c'est ce qui va enserrer le fromage. Et voilà, dès le début de son histoire, notre fromage qui se trouve enfermé et enserré dans quelque chose. Là, c'est dans sa forme. On verra plus tard qu'il est plutôt enfermé par les gens du marketing dans son histoire. Mais on y reviendra plus tard. Donc voilà déjà un petit point un peu étonnant, ni latin ni grec, mais une origine italienne et plutôt récente et qui désigne le contenant et pas le contenu. Alors, intéressons-nous maintenant aux premières traces de ce fromage. Où faut-il aller pour que pour la première fois dans l'histoire, on puisse dire oui, ici on fabriquait et on consommait du fromage? Eh bien pour cela, il nous faut aller... Il faut déjà faire un voyage dans le temps. Il y a 7000 ans de cela, on est dans le nord de la Pologne, dans cette région qu'on appelle la Kujawi, qui est au sud des chantiers portuaires et des ports de Gdansk. On est dans ces grandes plaines fertiles, vous savez, de la Vistule, qui ont connu les premières fermes de l'histoire de l'homme. C'est ce qu'on a appelé la révolution néolithique, cette époque-là. Et depuis les années 80, cet endroit est très très fouillé par les archéologues. Et on a mis au jour des milliers de tessons de toutes sortes, dont certains qui présentaient ce profil un peu étonnant, percés, troués. Et puis, ma foi, comme on ne savait pas trop comment l'interpréter, s'agit-il de faisselles? S'agit-il de passoires pour le sang? S'agit-il de cache-lumière? Toutes les hypothèses ont été émises. Et puis, ma foi, ces objets ont été remisés dans ces grandes réserves, comme les archéologues savent en faire. Et il a fallu attendre plusieurs dizaines d'années, en 2012, pour que ces tessons soient ressortis de leurs réserves et qu'on les soumette à des analyses scientifiques très pointues qu'on appelle des analyses isotopiques par spectrométrie de masse. Le mot est pas facile à dire, je me suis entraîné plusieurs fois avant d'arriver à le sortir. Que faut-il retenir de cette technique? C'est que c'est une technique vraiment d'exploration de la matière. On va soumettre cette argile à toute une batterie de tests et on va pouvoir savoir qu'est-ce qui était associé à cette argile, qu'est-ce qu'elle a contenu, qu'est-ce que ce pot a pu contenir. Et si je vous en parle ce soir, vous l'aurez compris, c'est qu'en réalité, ces objets étaient des faisselles. Et c'est très intéressant parce que ça nous permet d'associer ce qu'on a appelé la révolution néolithique, évidemment, vous le savez tous, à l'élevage, l'agriculture, mais aussi à la fabrication et à la consommation de fromage et de produits laitiers. Et à cette époque-là, mais comme à une époque très très récente d'ailleurs, le fromage est surtout le moyen de vaincre pour ces populations l'intolérance au lactose. On sait qu'elles étaient intolérantes au lactose. Il fallait qu'elles consomment le lait de leur troupeau d'une autre manière que frais. Il fallait le débarrasser de cela. Pour ça que le fromage n'était pas une fin en soi. Nous, aujourd'hui, on va goûter de fabuleux fromages qui sont le fruit d'années de perfectionnement, du reblochon, de la tome. Mais jusqu'à une date assez récente, le fromage n'est pas une fin en soi. C'est le seul moyen de conserver le lait et de vaincre l'intolérance au lactose. C'est dans cette perspective-là qu'on le travaille et qu'on le fabrique à l'époque dans cette région. Donc voilà, associer cette révolution néolithique au fromage, je trouve que c'est déjà un premier élément intéressant. Pour autant, sur ces faisselles, il n'y a pas de fromage, il faut faire des analyses microscopiques pour le trouver. Et pour savoir dans l'histoire, quand est-ce que pour la première fois on a un morceau de fromage qui apparaît, pour ainsi dire, figurez-vous que c'est très très ancien. Il faut remonter dans le temps, il faut remonter 4000 ans dans le temps, 2000 ans avant notre ère, et il faut cette fois, on fait un grand voyage, on va dans le nord de la Chine,
dans le nord-est de la Chine, dans le désert du Taklamakan. Et dans ce désert, il y a des cimetières, des sépultures de très anciennes civilisations. Et l'aridité du climat a permis de conserver d'une manière extraordinaire toutes sortes de choses associées à ces sépultures. Et vous avez sous les yeux cette magnifique momie qu'on appelle, avec ses longs cils, vous ne le voyez peut-être pas trop de près, mais il faut s'approcher, elle est très belle, qu'on appelle la Belle de Xiaohe, qui est le nom donc de cet emplacement. Et cette Belle de Xiaohe, elle a son magnifique chapeau en feutre, comme ça, avec ses plumes entièrement conservées, hein, c'est quand même magnifique, mais regardez les petites flèches blanches qui sont associées autour de son cou, eh bien, il pointe un collier, mais un collier fait de morceaux de fromage. Et vous avez ici le premier fromage de l'histoire, qui ressemblerait aujourd'hui à ce qu'on appelle du kéfir. Voilà, c'est pas un reblochon qu'elle s'était mis autour du cou, c'est un fromage un peu plus rustique, mais qui, et pour moi, pour l'historien, c'est vraiment la chose la plus intéressante, qui est associée à la mort. Plus exactement, qui est associée à la vie après la mort. Parce que de la même manière que les pharaons étaient inhumés avec leurs trésors et leurs objets, et dans l'idée d'une vie dans l'au-delà, qu'il fallait concevoir imaginer la plus confortable possible, eh bien, ces peuplades aussi s'entouraient à la fois d'objets et de quoi assurer leur survie dans l'au-delà. Alors regardez ce site où pour la première fois on parle de fromage, en tout cas de transformation du lait. C'est un truc incroyable, on est au bord de ce désert. Et si la conservation a été si bonne, c'est que les corps étaient inhumés dans des cercueils de peupliers fermés par des ceintures ou des lanières de cuir. Pour résumer, c'est comme si ces corps avaient été mis sous vide, si vous voulez. Ce qui a permis une conservation exceptionnelle. Et il s'en est fallu de peu qu'on ne puisse pas connaître cela, puisque les fouilles de ce site Xiaohe ont eu lieu en 1934, et par la force de la nature et les sables du désert du Taklamakan, eh bien le site a été recouvert et oublié jusque dans les années 2010, où on a redécouvert le site et on a pu soumettre ces momies à des batteries de tests. Alors ce qui est fou aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression de bateau dans le désert parce que chaque sépulture est associée à une sorte de mât qui est planté, qui signale son emplacement. Et encore plus récemment, il y a eu d'autres analyses en 2021. Vous voyez, on n'est pas, c'est pas il y a 10 ou 20 ans, on est au cœur de l'actualité scientifique, pour ainsi dire. En 2021, on a soumis des momies encore plus anciennes que celles-là à des tests, notamment leur tartre dentaire. Et leur tartre dentaire a révélé la présence de parcelles de fromage et de lait, si vous voulez, on pourrait dire ça comme ça. Comme ces populations, par d'autres analyses, sont connues pour être intolérantes au lactose, c'est que cette consommation lactée était faite sous forme de fromage. Et là, on est en 4000, elles ont 4000 à 3800 ans avant notre ère. Donc c'est intéressant déjà de voir qu'on a un accompagnement dans la mort, que le fromage accompagne dans la mort. Et on va trouver vous voyez comme ces civilisations sont finalement assez semblables, on va aller assez loin par rapport au désert du Taklamakan pour observer un autre fromage, découvert lui aussi dans des circonstances assez semblables, dans la tombe de Ptamès. Ptamès qui était un des grands prêtres de Ramsès II, un de ces grands pharaons égyptiens dont le nom a traversé les âges. Et puis, ce Patmès, pardon, je dis Ptamès, mais c'est Patmès. Comme je suis enregistré, il faut que je fasse attention à bien prononcer les choses. Ce Patmès, ce grand prêtre, s'est fait inhumer, comme c'était de coutume à cette époque-là, dans la vallée des rois, non, à Saqqara, pardon, et s'est fait inhumer avec de quoi survivre dans l'au-delà. Seulement, pas de chance, son tombeau a été pillé. Et il a été pillé, mais les pilleurs n'ont pris que ce qui les intéressait. Et ils ont laissé dans le coin du tombeau des grandes jarres, avec dedans une espèce de pâte blanche un peu difficile à cerner, qui a fait, en 2018, le bonheur des archéologues,
qui ont non seulement retrouvé le tombeau, puisqu'il avait été perdu lui aussi depuis 1885, où les sables avaient recouvert son entrée, et en 2018, on a pu aller fouiner un petit peu dans ce fromage égyptien, et les analyses ont montré qu'il s'agissait effectivement d'un fromage qui était un fromage fait de lait de bufflonne et de vaches égyptiennes. Et, surprise, le lait était contaminé déjà à cette époque par la brucellose, bien avant la brucellose des bouquetins du Bargy. Hein. Donc, vous voyez que les techniques de fabrication devaient être extrêmement compliquées à cette époque. Et les spécialistes qui ont étudié ce fromage ont dit que ça semblerait un fromage de chèvre de nos jours, un fromage de chèvre assez aigre. Mais le voilà, grâce à l'aridité du désert et au fait que ce tombeau a été trouvé, puis recouvert par les sables aussi, on a pu trouver ici ces fromages extrêmement anciens. Alors, avançons un petit peu pour parler cette fois de la première fois où l'on écrit le fromage. Quand est-ce que pour la première fois on a des témoignages écrits après l'archéologie ? Eh bien pour cela, il faut toujours, vous voyez, on vadrouille dans les grandes civilisations anciennes. Il faut aller cette fois dans cette cité, une des premières grandes cités de notre civilisation, à Ur, au sud de l'Irak, où sur des tablettes cunéiformes, on trouve des mentions de dons faits au grand temple de Ur et de dons faits en fromage pour les prêtres de ces temples. Donc là encore, il y a une dimension religieuse, il y a une dimension mystique associée au fromage. C'est la nourriture des dieux, c'est la nourriture des prêtres, c'est la nourriture qui permet de survivre dans l'au-delà. Ça, c'est vraiment très intéressant de voir cette fascination pour le fromage, comment on le tenait vraiment en haute estime dans ces peuples anciens. Vous savez, il y a un côté un peu... La transformation du lait en fromage, il y a un côté un peu alchimique, un peu magique dans cette transformation. Elle n'est pas complètement étrangère à cette façon de concevoir le fromage. Et puis le fromage dans l'histoire de l'art. Dans l'histoire de l'art, aussi, vous avez un magnifique torque qui nous vient de Crimée, qui a été conservé pendant longtemps à Dnipro, au centre de l'Ukraine, qui est aujourd'hui le théâtre de la ville, particulièrement en plus, qui a été bombardé et disputé. Et ce torque, regardez, est absolument magnifique, c'est de l'or massif, sans doute fabriqué par des artisans grecs installés dans le sud de la Crimée. Et on y voit des scènes de la vie quotidienne des campagnes de la Crimée, et notamment la fabrication de beurre, ici, ou la traite, juste avant. C'est des ovins, mais c'est la même finalité. Alors, on a commencé en Pologne, on est parti dans le nord-est de la Chine, on revient, on est passé en Égypte, on revient par la Crimée, et les fromages des Alpes. Allez-vous me dire, parce qu'on est là pour ça, après tout. J'y viens. Mais alors là, autant on a parlé de nourriture divine, d'alchimie céleste, de nourriture pour assurer la mort, autant là, on va s'intéresser, pour approcher l'histoire de nos fromages des Alpes, à une toute autre matière. Voici ce que l'on appelle des paléofèces. Des paléofèces, ce sont des crottes fossiles. Ce sont des déjections, des cacas, qui ont été conservés miraculeusement dans les mines de fer de Hallstatt, en Autriche d'aujourd'hui, aujourd'hui classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ces mines de sel, la salinité, on va dire, de l'atmosphère, plus la difficulté d'aller bouleverser le microbiote, je ne sais pas comment on peut dire ça, ont fait qu'on a aujourd'hui des déjections de mineurs de l'époque qui peuvent être, là aussi, soumises à des batteries d'analyse. Alors, là, on est beaucoup dans l'histoire, on a avancé. Là, on est en 600 ans avant Jésus-Christ, 2600 ans avant notre ère. On est dans ce qu'on appelle l'Antiquité. Chez nous, dans les Alpes, c'est encore l'âge du fer, pour vous donner les grandes périodes et les grandes dates. Et là, j'imaginerai toujours
le mineur, en moins 600 avant Jésus-Christ, qui est en train de travailler, et puis qui se sent pris d'une envie un peu pressante, et qui va soulager dans le fond de la mine, boyau de Hallstatt. Se doutait-il que 2600 ans plus tard, sa crotte allait être passée au crible scientifique et mise sous les microscopes de savants du monde entier? Non, certainement pas. Alors si je vous parle de ça, c'est évidemment parce qu'il y a un lien avec le fromage. Et effectivement, l'une de ces crottes, de ces déjections, contenait du Penicillium roqueforti. Ah, Penicillium roqueforti, c'est la moisissure qui permet de fabriquer le bleu. Hein, c'est très facile d'obtenir du Penicillium roqueforti, laissez un peu de pain avec de l'eau chez vous pendant quelques jours, vous allez voir, il va se former du pénicillium. Alors, on pourrait se dire, tiens, c'est étonnant d'avoir ça quand même dans ces sels, et ça pourrait être une contamination un peu accidentelle. Hein. Mais les chercheurs aujourd'hui sont capables de remonter le génome de ce champignon. Et ils ont été capables de dire, et moi je trouve ça fascinant, que ce champignon avait été cultivé de manière intentionnelle, et que par conséquent, il révélait, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, pour ainsi dire, l'utilisation de ce champignon pour l'affinage intentionnel du fromage. Et donc notre homme était un consommateur de bleu, et par là même, le premier fromage des Alpes est un bleu. C'est celui-ci. C'est un bleu qui s'est affiné intentionnellement grâce à du Penicillium roqueforti. Ah, on est loin de l'abondance et de l'atome, parce que ce fromage-là, il ressemblerait beaucoup plus au bleu de Termignon que à ce qu'on connaît aujourd'hui sur nos étals. Bleu de Termignon, vous savez, c'est un bleu fascinant, un bleu très rustique, qui est fabriqué avec une mer comme pour le vinaigre, hein, il faut garder le petit lait et tout. C'est quelque chose d'absolument sensationnel, ce bleu de Termignon. Il y a plus de 5 agriculteurs, je crois, qui le fabriquent en Savoie. C'est malheureusement, on en parlera tout à l'heure, mais puisque j'en suis là à parler de ce bleu de Termignon, vous voyez, c'est un des effets pervers. Il y a eu plein de bonnes choses dans les AOC, la protection de nos fromages, la publicité, mais il y a eu un effet pervers, c'est de faire disparaître les fromages les plus faibles. C'est-à-dire les fromages qui sont le plus difficiles à fabriquer, qui sont le plus difficiles à conserver. Le bleu de Termignon est malheureusement un de ces fromages, pour le coup historique, qui malheureusement est voué à disparaître. Jetez-vous dessus si vous avez l'occasion d'en trouver chez votre fromager, parce que vous ne serez pas déçus. Hein. Donc, ce mineur, décidément bien sympathique, premier consommateur de fromage des Alpes, est aussi, parce que les analyses ont été très poussées, on a aussi trouvé dans ses fesses, dans ses fesses, pas très élégant comme ça. Je suis enregistré là, faudrait couper ça. dans ces paléofesses, on a trouvé aussi les traces d'un autre champignon, le Cervisia, je ne sais quoi, qui est fabriqué qui est utilisé pour la fabrication de la bière. Et c'est aussi dans le même étron, c'est mieux de parler comme ça, c'est aussi la première preuve de consommation continentale de la bière. Il y en a en Angleterre un peu plus tôt, mais là c'est la première. Donc si vous voulez, on avait un mineur qui était à la fois un amateur de fromage et de bière. Quelqu'un qu'on aurait bien aimé rencontrer, sans aucun doute. Donc voilà, ce premier contact avec les Alpes fromagères, il vient là où on n'attend pas vraiment. Par l'intermédiaire d'un bleu et par ce support, on va dire, assez étonnant. Tout ça est très récent, c'est 2021. Alors là, on a un éclairage qui est vraiment passionnant, circonstanciel, mais malheureusement unique. Parce que dans la littérature, il n'y a quasiment rien sur les fromages antiques. Il faut aller voir Pline l'Ancien, et alors on ressort toujours les mêmes choses. Il nous parle du Vatusique, du Docléate. En fait, on ne connaît rien de ces fromages. On sait juste qu'ils étaient consommés à Rome, qu'ils venaient sans doute des Alpes, enfin pas sans doute, mais on le sait, ils venaient des Alpes, notamment pour le Docléate de l'Autriche et du Tyrol d'aujourd'hui, pour le Vatusique de Tarentaise, et puis on n'en sait pas beaucoup plus. Ou alors il faut une anecdote, comme la mort d'Antonin le Pieux en 161,
qui est mort d'une intoxication alimentaire due à la consommation d'un fromage manifestement avarié provenant des Alpes, mais dont on ne saura malheureusement rien de plus. Ce qu'on perçoit quand même à travers les lignes, c'est que, et c'est vrai de tout temps, c'est que le fromage aime les situations politiques stables. Il aime il aime pouvoir être transporté, et il aime les marchés urbains. Ça, on le perçoit au travers le fait que des gens comme Pline en parlent, c'est assez révélateur. Donc on a déjà, à l'Antiquité, ces Alpes qui sont une sorte de fournisseurs, comme ça, des marchés urbains, en fromage dont malheureusement, on ne sait pas grand-chose. Et puis pour le Moyen-Âge, c'est pareil, j'ai envie de dire, on ne sait pas grand-chose. En tout cas, jusqu'à l'an 1000, alors là, il y a une telle désorganisation, une telle insécurité, une telle désorganisation des cadres de vie qu'on écrit très peu. Et il semblerait que les marchés urbains se rétrécissent énormément par rapport à l'Antiquité, ce qui n'est pas absurde, et qu'en certains endroits des Alpes, on perde même, ce qui paraît fou, on perde même l'habitude de faire cailler avec l'estomac du veau, et qu'on fasse cailler le lait avec de la racine d'ortie. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se perdent à cette époque-là, puis on est très peu renseigné, il y a très peu de choses. Par contre, tout change après l'an 1000. Parce qu'après l'an 1000, le fromage sort enfin, j'ai envie de dire, de l'ombre de l'histoire. Et pour la première fois, on va le trouver écrit sous la plume, alors pas sous la plume d'amateur de fromage, pas sous la plume de gastronome, mais sous la plume de percepteur. Parce que le fromage va servir à payer ses impôts. Et grâce à ça, quand il y a impôt, il y a écrit, et quand il y a écrit, il y a document, et l'historien est content, et on peut en dire quelque chose. Alors voilà à quoi ça pouvait... Ah oui, je vous ai passé ça. Bon, ça c'est une faisselle qui a été retrouvée dans les mines de sel de Hallstatt aussi. Voilà à quoi ça peut ressembler, cette comptabilité fromagère. Beaucoup d'impôts étaient payés en nature, autrefois, et donc on en a un exemple ici, avec un habitant de Salanches. Vous voyez, j'ai pas été loin, mais j'aurais pu prendre un habitant de Saint-Gervais, parce que ça devait être la même chose, où on voit ici, bon c'est une écriture un petit peu compliquée, mais pour aller vite, on voit le mot Vacherini, ici, écrit avec une petite abréviation, et on voit il y a quatre traits. C'est-à-dire que notre contribuable, ici, a payé à la châtellenie de Salanches une partie de ses impôts en versant 4 vacherins. Voilà. Ça devait être... Attention, vacherin, c'est le nec plus ultra des fromages d'autrefois. On en parlera, mais du coup, là, ça fait quand même quelque chose. On n'est pas très renseigné sur leur taille ou sur ce genre de choses, mais bon. Que peut-on dire de ces fromages du Moyen-Âge ? Est-ce qu'enfin on va rencontrer notre reblochon, notre abondance ? Eh ben non, parce que les mots sont les mots des percepteurs. Et le percepteur, il s'en fiche un petit peu des techniques de fabrication, puis de savoir si le fromage est bon ou pas bon. Donc il va les décrire de manière très simple. Et dans les textes du Moyen-Âge, on a le mot fructus qui est utilisé. C'est joli, c'est comme si le fromage était le fruit de la vache. Il faut le voir comme ça. Ça a donné le mot fruitière aujourd'hui, fructus, fruitière. On a aussi des grands et gros fromages, caseus, caseus magnus. On a des vacherins, quand même, la preuve. Et puis du sérac. Voilà. Et c'est à peu près tout jusqu'au XIVe siècle. Mais on va y revenir. Et forcément, quand on est un percepteur, eh ben on donne que vraiment l'essentiel, quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ces petits et gros fromages médiévaux un peu anonymes là, qu'ils étaient d'une infinie diversité dans leurs procédés de fabrication et qu'on saura malheureusement pas grand-chose d'eux. Par contre, le vacherin, oui. Alors là, on sait que c'est un fromage qui est réservé à l'élite de la société médiévale. À tel point que, non seulement on paye ses impôts au compte avec, mais en plus, on l'utilise pour faire des cadeaux diplomatiques. Vous savez, on a beaucoup parlé il y a quelque temps de la diplomatie du panda. C'était rigolo, c'était les Chinois qui honoraient comme ça, qui donnaient un panda pour un zoo européen, enfin bon, tout se passait par. Eh bien, on pourrait presque parler de diplomatie du vacherin. Et on a un exemple ici
Alors c'est du fromage de Clon, mais l'idée est la même parce qu'on a plein d'exemples avec le vacherin. Quand vous avez un ambassadeur qui vient d'une grande ville, Milan ou je ne sais pas, qui vient à la cour de Savoie, eh ben on va se faire des cadeaux parce que ça scelle les amitiés, hein, les cadeaux. Alors ces gens du Milanais, ils vont amener des perroquets, ils vont amener des fruits exotiques, des choses comme ça qui surprennent vraiment la personne qui reçoit ça. Et que va-t-on lui donner en échange pour l'honorer à la même hauteur? Eh bien, du fromage. Hein, du vacherin, ou alors, comme on a l'exemple ici, du fromage de Clon, qui a quasiment disparu. C'était quelque chose qui était roulé dans la panure, très gras. Hein, c'était des fromages, on en faisait très peu de beurre. Donc, on gardait vraiment toute la matière grasse à l'intérieur. Et on a même dans ce passage la mention des linges destiné à entourer ce fromage qu'on allait offrir, linge qui allait être brodé aux armoiries de la Savoie. Je n'explique pas la dépense, hein, c'était quand même quelque chose d'assez hors norme. Donc voilà ce vacherin. On verra tout à l'heure, aujourd'hui, comment peut-être retrouver du vacherin, je ne sais pas, on verra, ou ce qui s'en approcherait le plus. On en discutera parce que voilà qui stimule notre imagination. Vraiment ce vacherin comme ça, fromage exceptionnel, fromage de l'élite, qui faisait quand même l'objet d'un gros commerce, comme on peut le voir ici. Autre source disponible, les comptes de péage. Parce qu'à chaque fois que vous passez un pont ou une seigneurie ou quelque chose comme ça, faut payer. Hein. Donc c'est bien pour l'historien parce que qui dit péage dit écrit, dit source historique. Et on a par exemple les comptes du péage de Vevey, ici, donc on est entre Vaud et Valais, hein, pour aller vite, et vous voyez qu'on passe quand même en une année un nombre important de vacherins, du sérac aussi, puis ces mystérieux gros et petits fromages dont il faut se résoudre à ne pas en apprendre plus. Par contre, sur le sérac, nous ce qu'on appelle sérac aujourd'hui, c'est un fromage extrêmement maigre, hein, qui n'a pas beaucoup de goût, il faut lui mettre plein de trucs dedans avant que ça nous stimule un petit peu. C'était pas tout à fait ça au Moyen-Âge, le sérac c'était un fromage. On parle souvent de sérac gras. Donc ça veut dire qu'on n'enlève pas, dans ce sérac, on n'enlève pas la crème pour l'appauvrir, mais qu'au contraire, on le fabrique un petit peu comme un fromage classique, j'ai envie de dire. Je ne sais pas ce qui le différencie vraiment, en fait, d'un vacherin de l'époque. Sauf qu'il est moulé en forme de cône, comme ça, et qu'il est aromatisé avec plein d'herbes et plein d'épices. Hein, ça doit en faciliter le transport, je pense, dans des barils. Hein, on le met dans des barils de sérac. Bon, voilà tout ce qu'on sait sur ces fromages. Et voilà ce que nous apprennent les percepteurs. À cette époque-là, jusqu'au XVe siècle, ce sont eux qui parlent le mieux du fromage. Même ce sont les seuls, pour ainsi dire, qui en parlent. Heureusement, à la fin du Moyen-Âge, d'autres personnes s'intéressent au fromage. Ça veut dire, chouette, d'autres sources historiques à disposition. Qui va s'intéresser au fromage cette fois? Eh bien, les médecins. C'est pas pour décrire, leur goût, non, c'est pour décrire son influence sur le corps humain. C'est surtout pour ça. Là, il y a une arrière-pensée. Hein. Et voyons voir ce que dit Michele Savonarola, qui est un des grands médecins du XVe siècle. Son nom vous évoque quelque chose parce que je crois que c'est le grand-père du moine fou qui avait mis Florence à feu et à sang, Savonarola. Et lui meurt en 1468. Et voilà comment ce médecin, qui est le plus grand médecin du XVe siècle, décrit le fromage. Indigeste, venteux, générateur d'humeur crue. Voilà, au moins c'est clair. Le fromage n'a pas, chez les médecins, n'est pas en odeur de sainteté. Exemple aussi avec Alessandro Petronio, un de ses confrères, un carabin encore, qui dit « Toute catégorie de fromage provoque des toux et des catarrhes chez ceux qui ne font aucun exercice au cours de leur vie, parce que faute de pouvoir se cuire et se liquéfier, sauf avec difficulté, ils se concentrent en eux, durcissent et restent plus longtemps dans l'estomac. Il envoie des vapeurs à la tête, provoque des raux, génère des flatulences, arrête le ventre. » Vous voyez qu'avec une description comme ça, on n'a pas besoin d'avoir d'ennemis du fromage. Et ils sont très peu, les médecins du Moyen-Âge, à lui trouver un intérêt à ce fromage.
Mais heureusement, on en a un. On en a un qui est... Alors, c'est un ovni, hein, c'est un médecin qui s'appelle Pantaleone da Confianza, qui livre un document extraordinaire, qui est du pain béni pour qui s'intéresse au fromage, la Summa Lacticiniorum. On pourrait traduire ça par une somme, une encyclopédie sur les produits lactés. Et cet homme a une chance, c'est qu'il est médecin du duc de Savoie. Donc on est au XVe siècle. Il est médecin du duc de Savoie et il va pouvoir suivre le duc dans toutes ses ambassades et dans toutes ses virées dans toute l'Europe. Et partout où le duc s'arrête, Pantaleone n'a qu'une idée en tête, qu'on lui apporte le fromage local, pour qu'il puisse le décrire, pour qu'il puisse le goûter et pour qu'il puisse le critiquer. Et voici comment cet homme va parcourir l'Europe et des Flandres à la Bretagne jusqu'à la Sardaigne, va goûter tout ce qu'il lui est possible de goûter. Et on a ici un témoignage extraordinaire, pour la première fois, de fromage qu'on trouve dans ces régions. Alors, Pantaleone, 1477, je ne l'ai pas dit, sa somme sur les produits laitiers. Que nous dit-il des Alpes du Nord, ce qui nous intéresse le plus? On est un peu chauvin. Hein, eh bien, sans surprise, le vacherin règne en maître. Alors, sans surprise pour moi, mais là encore, ne vous attendez pas à ce qu'on vous parle d'abondance de reblochon, de raclette ou de tomme. Hein. Enfin, si, de raclette un petit peu, mais on va voir. C'est le vacherin, le roi des fromages. Que nous dit-il? Je ne résiste pas à l'envie de vous les décrire, parce qu'il en parle comme un gourmet. Il en parle comme un esthète. C'est plus le médecin, c'est plus le percepteur qui parle du fromage. Là, c'est un gars qui les aime, qui aime ceux qui les fabriquent et qui les a goûtés. Voici, à propos du vacherin. Rond, délicat, très gros, et qui fondent au feu en hiver. Ce sont des fromages très savoureux dans lesquels il n'y a pas beaucoup de viscosité. Du fait de leur consistance grasse, ils ne peuvent presque pas vieillir. La difficulté de les manier fait craindre de les casser, surtout quand on veut les transporter d'un lieu à l'autre. Ceux qu'on parvient cependant à conserver pendant une année sont les meilleurs. Là, c'est une énigme, là. Comment conserver un vacherin une année? J'ai pas la réponse. Leur couleur est celle de la cire jaune. Et ils conservent jusque-là une consistance remarquablement grasse. Aucun doute, c'est du vacherin. Même ces fromages vieux fondent facilement au feu, comme on l'a souvent expérimenté. Je crois que cela tient à ce que l'on en extrait peu de beurre, ou même pas du tout. Ces fromages sont très célèbres parmi ceux du duché de Savoie. Tels sont les vacherins produits aux alentours de l'abbaye d'Abondance. Pas de doute, on est bien dans notre région. C'est intéressant quand même, hein, on est en 1477, et il me semble bien avoir lu, c'est important pour ce qu'on va expliquer après, il me semble bien avoir lu qu'on fait facilement fondre au feu les fromages vieux l'hiver. Peut-être que les Valaisans nous mentent en disant qu'ils ont inventé la raclette. On va voir. Alors, il décrit comme ça plein de fois. Alors, ils sont pas tous en odeur de sainteté. Il sait être objectif, Pantaleone. Voilà ce qu'il dit, par exemple, des fromages du Val di Lanzo. Alors, il y a plusieurs vallées qui portent ce nom. On est près du Mont-Cenis. Hein. L'alpage du Mont-Cenis. Dans ces vallées, il y a une abondance considérable de fromages qui, quand ils sont frais, n'ont pas une saveur particulièrement agréable. Ils sont plutôt gras. Les habitants ne savent ou ne peuvent les conserver sans les recouvrir de foin et les déposer dans un endroit humide. Alors le foin attache à la croûte et ils ont l'air sales. Puis quand ils veulent les assaisonner, ils les suspendent ou bien les plongent dans des céréales, surtout le seigle, ou bien dans la farine. Pendant qu'ils mûrissent, survient une telle fermentation qu'ils prennent ainsi un goût très piquant. Ils sont très utiles pour les pauvres. En premier lieu, parce qu'à cause de leur saveur piquante, on en mange peu. Si quelqu'un en intègre une quantité excessive, ce fromage provoque de tels picotements, une telle irritation qu'il lui vient les larmes aux yeux, ce qui rappelle l'effet produit par le vin sur les ivrognes.
En second lieu, du fait de son caractère épicé, il n'est pas besoin de mettre du sel ou des épices dans les plats faits à base de ce fromage. Encore un avantage pour les pauvres, hein. On n'a pas besoin de l'épicer ou de mettre du sel. Donc finalement, c'est un témoignage. Alors comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. C'est un témoignage vivant et particulièrement... ouais, c'est ça, vivant et réel des fromages de cette époque-là. Alors, on a beau chercher... Dans toute sa description, on ne trouve aucun des fromages qui sont aujourd'hui les stars de nos plateaux. Au contraire, on a l'impression d'une infinie diversité de fromages. C'est comme si chaque village, chaque vallée fabriquait son propre fromage avec ses propres techniques. On met dans le seigle, incroyable, hein. On va aussi décrire, c'est très intéressant, ceux de la Maurienne. Écoutez bien, parce que là, je trouve que c'est peut-être encore plus intéressant. La Maurienne, aujourd'hui, a ses fromages emblématiques, Beaufort, et on pourrait s'attendre à les trouver là. Pas du tout. Écoutez ce qu'ils découvrent en Maurienne. En Maurienne, on fait des fromages longs d'une coudée environ et de la grosseur d'un bon bras, avec au milieu un petit bâton de la grosseur du petit doigt. Sans ce bâton, le fromage ne pourrait pas se tenir, en partie à cause de sa forme oblongue et en partie en raison de sa consistance grasse. Ces fromages sont en effet très gras, et ils fondent au feu étonnamment bien. Et à la saison d'hiver, on les accompagne de croûtons de pain légèrement grillés, et c'est un mets très plaisant. On est en 1477, et c'est vrai que moi j'aime bien entretenir un petit peu cette rivalité avec nos amis valaisans. C'est ce que la presse appelle des marronniers, vous savez. Il y a toujours un article en mois de juillet qui arrive sur qui a inventé la raclette, la fondue et tout. J'aime bien remettre un petit coup, remettre une pièce dans la machine. Parce que là, on a un témoin. Ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient pas la même chose là-bas, c'est juste pour rigoler. Il faudra couper ça au montage. Je n'ai pas de problème quand je vais me balader du côté de Sion. Hein. Parce qu'ils faisaient sans doute la même chose. Hein. Mais bon, c'est pour l'histoire, quoi. Voilà, 1477. Donc une infinie diversité, des fromages qui ressemblent à rien de ce qu'on connaît. Hein, là, on a un truc avec un trou. Enfin bon, voilà. Assez étonnant. Par contre, ce qui est bien réel, c'est que quelques années seulement après, tout ça va disparaître. Tout ça va être broyé ou commencer à être broyé par un truc incroyable qui va se passer dans le monde des fromages. C'est l'invention, plutôt que l'invention, la diffusion de la pâte dure et des techniques de pâte dure. Alors quand Pantaleone écrit en 1477, elle est déjà connue, parce qu'il nous décrit justement les fromages de Plaisance et de Parme. Et il nous dit, c'est les meilleurs. Ils sont fabriqués par des expertissimus, pas besoin de traduire, hein. Expertissimus dans l'art d'extraire le lait à la juste proportion de crème, de doser la bonne qualité de présure, caillette de veau ou d'agneau et de mesurer exactement le temps de maturation. Bref, il décrit ici, aux alentours de Parme, le parmesan, ou en tout cas son ancêtre, qui est un des premiers fromages à pâte dure, mais qui ne s'est pas encore diffusé dans l'arc alpin, de toute évidence. Non, en fait, il faut attendre quelques dizaines d'années. Alors ça, c'est vraiment une révolution fromagère, parce que cette technique, elle va permettre de fabriquer des fromages plus gros, et de les conserver plus longtemps, et surtout de les transporter bien mieux. Parce que quand vous transportez un fromage qui est sur un bâton, qui a une forme de coude comme ça, vous n'allez pas conquérir les marchés urbains avec ça. Par contre, si vous emmenez des grosses meules, comme ça, sur des très longues distances, que vous allez pouvoir conserver des mois, alors là, ça change tout. Ça change tout, c'est une vraie révolution, et c'est tellement intéressant financièrement que finalement tout le monde va se mettre à ça. Et on voit cette technique qui part donc de Parme et de Plaisance à la fin du XVe siècle, et qui petit à petit gagne le sud de la Suisse, cette région qu'on appelle l'Engadine, où elle est aux alentours, on la voit décrite aux alentours de 1520, et puis après, ça gagne tout comme une traînée de poudre, ça gagne les alpages, ça gagne les Alpes occidentales. Et c'est vrai que c'est très intéressant, parce que ça permet, financièrement, ça permet de gagner les marchés urbains. C'est fini le bricolage, j'ai envie de dire, jusqu'à cette époque-là. Donc et puis évidemment, elle arrive chez nous. Elle arrive dans le Beaufortin.
on va pouvoir commencer à fabriquer, mais seulement longtemps après le Moyen-Âge, du Beaufort. Le Beaufort qui n'est qu'un petit-fils ou petit cousin du parmesan. Et l'abondance, c'est la même chose. L'abondance, c'est une pâte dure. C'est un fromage qui est issu des pâtes dures. Donc forcément, un descendant de ces techniques-là. Et alors, quand je vous dis tout change, on ne peut pas imaginer aujourd'hui à quel point ça a été incroyable. Déjà, il y a des gens qui sont devenus des spécialistes de cette technique dans la gruyère. Hein. Et ils étaient tellement forts que ces fruitiers, déjà on les appelait les gruyériens, ces gens ont diffusé leur savoir-faire dans toutes les Alpes. Hein. Ils l'ont diffusé tant et si bien que les abbayes, les monastères se sont arrachés leur service. Et que très vite, un peu partout, on a fabriqué ces fromages qui étaient d'un si bon rapport, qui étaient déjà si faciles à fabriquer, et qui étaient d'un si bon rapport. Par contre, il fallait quelque chose, il fallait des gros troupeaux, parce qu'il fallait des grandes quantités de lait. Donc on a réuni les troupeaux des gens. Ça a été un bouleversement absolument incroyable. Jusque-là, les gens montaient avec leurs 3 ou 4 bêtes dans la montagne, toute la famille était occupée et tout. À partir de là, les gens salarient un berger, un fruitier, et ils reçoivent les bénéfices de leur investissement. C'est du capitalisme. Un capitalisme à la sauce fromagère. Et qui se diffuse, qui marche tellement bien que tous les fromages un peu difficiles à fabriquer, ou alors ces fromages un peu moches, là, trempés dans le seigle, qui font pleurer les yeux, tout ça va disparaître sous l'influence, sous l'arrivée de ce rouleau. Dans mon bouquin, je l'ai appelé le rouleau compresseur des pâtes. C'est exactement ça. Hein. Et voilà comment, quelque part, nos fromages, ça y est, enfin, nos fromages savoyards apparaissent. Le Beaufort, l'abondance, les grosses meules de raclette. Pas encore le reblochon. Non, lui, il n'est pas encore apparu, enfin, à mon avis. Mais on va commencer à en discuter maintenant. Vous connaissez peut-être cette excellente série, Le Bureau des légendes. Vous savez, une légende, c'est quand on est un agent secret, on se fabrique une identité. Pour passer incognito. Et j'ai fait la même chose, j'ai mis ce titre-là parce que des légendes, qu'est-ce qu'on en a fabriqué pour nos fromages? Qu'est-ce qu'on a raconté à leur sujet pour les ancrer dans un passé lointain, si possible médiéval, à une époque où les techniques étaient forcément des techniques très artisanales? C'est un peu ça l'idée, hein, ne pas trop parler de l'industrie. Hein. Parce que vous avez tous entendu parler de ces paysans qui reblochent, hein, qui fraudent le fisc. Le fromage d'abondance qui était dégusté par le pape à Avignon. La raclette, inventée au Moyen-Âge par les Valaisans. Toutes ces histoires, elles sont imprimées en fait dans le marketing et dans la communication fromagère. Donc là, on en vient à la deuxième partie où on va examiner chacune des propositions en fait, qu'on trouve aujourd'hui dans toute la communication fromagère. On va voir ce que l'histoire nous en dit. On va voir ce que les sources historiques nous permettent de dire de cela. Alors, commençons par la raclette. La raclette, vous pouvez vous amuserez ce soir, n'importe quelle... la presse quotidienne régionale, les grands magazines type Géo, les sites internet. Bon, j'ai tout exploré. Enfin, non, j'ai pas tout exploré, mais disons que j'ai synthétisé ce que l'on trouvait dans tous ces sites, y compris dans les sites et dans les documentations les plus établies, les plus assurées, les plus dignes de foi, tels le Oxford Companion to Cheese, qui nous parle ici de la raclette du Valais, et qui nous sort son histoire comme ça, vous voyez, 1574, un pharmacien, Gaspard Ramboul. Je veux dire que même dans les publications scientifiques, de tout ce qui fait référence, on va trouver la même histoire. Alors je voulais synthétiser ici, qu'est-ce qu'on trouve à propos de la raclette? Oui, c'est du racletting, parce que je me suis dit, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait que les gens de la communication et du marketing qui inventent des mots. Moi aussi, j'ai le droit de le faire. Donc, le racletting, c'est quoi? Le racletting, c'est le berger Léon invente la raclette au XIIe siècle, il est valaisan, alors ça, c'est 90% des cas. Deuxièmement, le médecin Gaspard Ramboul est le premier à décrire la raclette, en 1574. Ça fait quand même un siècle après... Enfin bon. Il est valaisan.
Et puis, troisièmement, la raclette est inventée au XIIe siècle dans l'Unterwald. Alors là, on n'est plus en Valais, on est dans les cantons centraux, c'est là où on parle le suisse-allemand, et elle n'est pas valaisanne. Alors, que nous dit l'histoire à propos de ces choses-là? Alors, la première proposition est complètement absurde. Il n'y a aucune source historique à ce sujet. La simple idée qu'un document écrit du XIIe siècle, une chronique, nous raconte l'expérience d'un vigneron qui invente une raclette, qui invente le fait de racler le fromage, de le porter au feu et de racler le fromage, n'a strictement aucun sens, à part dans ce qu'on appelle un exemplum, c'est-à-dire des petits récits d'édification et tout, mais maintenant ils sont tous très bien, enfin pas tous, mais ils sont bien connus et il n'y a aucune trace de ça. Deuxième chose étonnante, pourquoi l'appeler Léon? Dans le diocèse de Genève, à cette époque-là, ou dans le diocèse de Sion, il est valaisan, personne ne s'appelle Léon. Il s'appelle Pierre ou Guillaume. Alors oui, ça, il y en a beaucoup. Mais Léon, c'est un prénom qui est complètement étonnant. Non, là, vous avez une invention complètement gratuite, en fait, d'une légende. Et cette invention, et c'est là que ça devient intéressant, j'ai envie de dire quelque part, elle ne naît pas n'importe comment, quand elle naît en fait en 2007. Ah, elle n'est pas du tout médiévale ni quoi que ce soit. Pourquoi en 2007? Alors, vous allez écouter, parce que ça, c'est vraiment étonnant. On remonte un tout petit peu avant. 1997. La Fédération laitière valaisanne veut absolument obtenir une AOC pour sa raclette au lait cru. Et dans cette demande déposée, la Fédération laitière valaisanne demande à ce qu'elle soit la seule à pouvoir utiliser le mot « raclette » sur ses produits. Ouh là, ça change tout. Ça change tout parce qu'en 2001, ils obtiennent gain de cause. 4 ans après l'instruction, leur demande est acceptée. Et alors, à partir de là, il y a une bataille juridique qui s'engage entre la Fédération laitière valaisanne au lait cru et raclette suisse au lait pasteurisé, 90% du marché, parce que raclette suisse voit un désastre arriver, c'est-à-dire l'impossibilité pour eux d'apposer le mot raclette sur leur production. Parce que fromage à fondre, ça se vend pas, ça marche pas. On a essayé, il y en a qui ont essayé, mais ça marche pas. Donc en 2001, bataille juridique. Et c'est David contre Goliath, Fédération laitière valaisanne, ouais, je vous disais 90, c'est un petit peu moins. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et finalement, en 2007, décision du tribunal fédéral, on est à Berne, la plus haute instance du pays, qui déboute la Fédération laitière valaisanne de sa demande. C'est Raclette Suisse qui va pouvoir, sur son lait pasteurisé, continuer à pouvoir utiliser raclette. Et le tribunal reconnaît que raclette n'est pas un fromage, mais une technique. Et qu'à ce titre-là, le mot peut être utilisé par qui bon lui semble. Alors là, c'est le séisme chez les Valaisans, qui ne s'en sont toujours pas remis, je dois redire, à tel point qu'ils missionnent, à partir de ce moment-là, et un petit peu avant, pour soutenir les prétentions et la procédure juridique, ils mentionnent des historiens pour à tout prix aller prouver l'origine valaisanne de la raclette, trouver des sources historiques, trouver enfin des textes, et prouver, comme je l'ai trouvé joliment expliqué dans un texte, la valaisanité, on peut même le faire avec l'accent, la valaisanité de la raclette. Seulement, nos historiens, alors j'ai le nom de quelques-uns, par charité chrétienne, je ne citerai pas leur nom, mais ils ont été bien embêtés parce qu'évidemment, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé dans les textes, rien du tout. Donc, à un moment, on a dû inventer. Les gens du marketing ont dû inventer. Donc, on invente le berger Léon, ça mange pas de pain, et on va inventer une histoire. Et puis, on va aller triturer un texte aussi. Ah, on a bien trouvé un texte en 1574 où on a bien un Valaisan qui explique qu'on fait fondre du fromage. Bah, lui, ça peut être que l'inventeur, forcément. Et ce texte, effectivement, il existe bien. Le voici. Gaspard Amboul, dit Collinus, qui est un médecin. Et, juste pour rigoler, voici ce que le marketing de la raclette retient de ce texte, qui a été retrouvé. Et qui est présenté comme le premier texte qui parle de la raclette. Alors que, rappelez-vous,
Pantaleone, un siècle avant, 1477, il explique déjà qu'on fait fondre le fromage et qu'on mange même avec des croûtons, ce qui ressemble étonnamment à de la fondue. Mais bon, voilà ce qu'on retient. Voilà ce que dit le marketing. On prépare un feu à l'aide de rameaux entassés de roses des Alpes. On s'assoit. On tire de son petit sac ou de sa besace quelques provisions, chacun selon ses moyens, et l'on fait fondre des fromages savoureux, gras, doux et tendres, à l'âpre saveur. Voilà. Tous les jours, les gens affluent ici. Ces idiots sont inconscients de ce qu'il advient lorsqu'assoiffés et affamés après un voyage long et pénible, ils se rendent malades en buvant et en se remplissant d'eau, pour ainsi dire, juste à la gorge. Oui, parce que prendre les bains, c'est le corps, mais c'est aussi boire un paquet de flotte. Certains se baignent intégralement dans une eau très froide, d'autres ne trempent qu'un membre ou la partie infectée, puis se lavent les mains. Ils ne partent pas tout de suite, mais font un feu avec des buissons de roses des Alpes, car il n'y a pas d'arbres en ce lieu, et ils s'assoient. Ils tirent des provisions du sac, et rôtissent des fromages durs, gras, mous, recuisant même les plus vieux. Ils les mélangent à l'eau de la source, alors ça inutile de vous dire que ça n'a pas été retenu par le marketing, ils les mélangent à l'eau de la source dont ils disent ne jamais être assez repus. Après un tel banquet, c'est ironique, ils remplissent les bouteilles et se préparent au retour. C'est ainsi que ces simples gens s'affaiblissent et peu profitent de ce don de Dieu, car après avoir tant bu, ils devraient jeûner plusieurs heures jusqu'à ce que l'eau ait produit son effet et ne soit pas bloquée dans les parties internes par ce mélange qui entrave la digestion et empêche le corps de se purger de ses matières. Bref, en réalité, ce qui est amusant, c'est que c'est un témoignage à charge contre l'habitude de manger du fromage, mais qui a été transformé sous l'effet de cette bataille juridique et de la nécessité d'avoir un des arguments en un truc vraiment très chouette pour la raclette. Et puis, la raclette est inventée au XIIe siècle dans l'Unterwald. Alors ça, on la retrouve plutôt du côté des partisans de raclette suisse, qui sont plutôt les Suisses allemands en majorité. Alors, j'ai été fouiné dans les archives de bon nombre d'abbayes, notamment l'une d'elles qui est l'abbaye de Moury, où on dit qu'on a le premier témoignage du XIIe siècle de la raclette, enfin ce que disent les détracteurs des Valaisans. J'ai tout épluché, il y a plein d'éditions et tout, il n'y a absolument rien. Voilà. Il n'y a rien dans les sources là-dessus. Ce sont des affirmations purement gratuites qui reposent sur du sable. Mais les circonstances dans lesquelles cette histoire a été créée est vraiment intéressante. Ça ne remonte pas avant 2001 et avant ces procès fratricides un peu qu'il y a eu au sujet de la raclette. Alors avançons un peu parce que bah oui, l'heure passe, je suis désolé, je vais prendre du temps, j'espère que vous n'êtes pas trop pressés, mais il faut quand même bien que je dise ce que j'ai à dire, mince. L'abondance, je suis allé vite sur l'abondance. Là, j'ai fait le même exercice, j'ai réuni tout ce qu'on pouvait réunir aujourd'hui en termes d'informations, scientifiques ou pas. Le livre blanc des pâtes pressées, The Oxford Companion to Cheese, encore, qui parle de l'abondance. Et puis, évidemment, le cahier des charges de l'AOC, parce que là, on pourrait se dire, ah bah attention, là, cahier des charges de l'AOC, ça doit être niveau scientifique, il doit rien avoir de mieux. Alors, l'abondancing. Qu'est-ce que c'est que l'abondancing ? Ce marketing de l'abondance. C'est un fromage créé par les moines, très bien. On trouve de l'abondance au conclave d'Avignon en 1381, et c'est un fromage qui sert de monnaie d'échange. Ah, voilà. Alors c'est très intéressant. Alors, un fromage créé par les moines. Alors, je peux vous assurer, j'en sais quelque chose parce que c'est un travail long et fastidieux dont le résultat se vend bien moins qu'un livre sur le fromage. J'ai édité toutes les chartes et les parchemins de l'abbaye d'Abondance pour les 2 premiers siècles de son histoire. Pas un seul mot sur le fromage. Rien du tout. Absolument rien. Donc voilà, un fromage créé par les moines, oui, mais montrez-moi la source. Il n'y a rien, en fait. Mais là, on décèle quand même l'envie de raccrocher le fromage d'Abondance, tiens, il y a une abbaye, à toute cette galaxie, cet univers des produits monastiques. Parce que les produits monastiques, c'est la bière trappiste, c'est un univers, c'est un imaginaire incroyable, où on travaille, où on consomme un produit qui est un peu divin, quelque part. Donc là, il y a une volonté très marketing d'aller dans ce domaine-là, alors que absolument rien ne le prouve. Et même, je vais être encore plus... en fait, à Abondance, il n'y avait pas de moines. Non. Alors vous allez dire, ils pinaillent. Oui, ils pinaillent, mais c'était des chanoines.
Ah ouais, c'est un peu pareil. Mais pas tout à fait, parce que les moines, pour aller vite, hein, ils prient pour les morts, les chanoines, ils prient pour les vivants. C'est pas le même métier, c'est pas la même mission. Hein. Seulement un produit canonial, ça n'a pas encore percé dans le marketing. Vaut mieux dire monastique, vaut mieux dire fait par des moines. Bon, bref, il n'y a rien dans les archives. Par contre, ce qu'on apprend un petit peu plus tard, c'est que les chanoines d'abondance adorent manger du fromage. Alors ça, par contre, à la table, à chaque fois, vous savez, je suis en train de travailler dessus en ce moment, c'est pour ça. On tenait un livre d'un nécrologe, un livre d'anniversaire. À chaque fois qu'un moine ou un chanoine mourait, on mettait son nom à la date anniversaire. C'est moins rigolo que nous, c'est la date anniversaire de la mort. Et on honorait sa mémoire. Et alors très souvent, il y en a, pour être sûr que les frères pensent bien à lui, ils mettaient une petite portion supplémentaire à manger. Ils donnaient un petit peu d'argent, un petit peu de terre. Normalement, ils ne devraient pas posséder d'argent, mais bon, c'est encore une autre histoire. Mais ils donnent et disent, tiens, pour une pleine réflexion, comme ils disent, ou quelquefois, ils donnent du fromage pour telle date. Voilà. Et c'est vrai que ça permettait de mettre cet anniversaire un petit peu plus en honneur. Donc, bon, à part ça, voilà, un rôle dans les moines, fait par les moines dans la création du fromage d'abondance, il n'y en a pas. Et puis, de toute façon, rappelez-vous, abondance, c'est de la pâte dure. C'est pas avant le XVIe siècle. Hein, en tout cas, cette-là. De l'abondance au conclave d'Avignon. Alors, ça, c'est intéressant. Là, il faut faire un petit peu de philologie. La philologie, c'est comme l'archéologie, mais pour les textes. Il faut remonter les couches. Alors, cette proposition-là, on la trouve en 2016, notamment. Lisez ça. En 1381, 1,5 tonne d'abondance est présente sur la table du conclave réuni en Avignon pour l'élection du pape. Il acquiert alors ses lettres de noblesse. Très bien. Mais ça vient d'où, ça, exactement? D'où se sont inspirés les auteurs de ce livre pour émettre ceci, qui est alors abondamment repris, évidemment, par toute la communication. Alors, il y a une première source, un petit peu avant, j'ai retrouvé, 1993, Yves Sautier, dans un article, pourtant scientifique, sur le fromage d'abondance. Il écrit ceci, en 1381, on expédia d'abondance en Avignon, au conclave réuni pour l'élection du pape, 15 quintaux de fromage. Ah, alors déjà, là, il n'est plus question de fromage d'abondance, hein. Question de 15 quintaux de fromage. C'est plus 1,5 tonne, mais c'est 15 quintaux, hein, au conclave pour l'élection du pape. Alors, le problème, c'est qu'en 1381, déjà, il n'y a jamais eu de conclave, en fait. C'est déjà un problème de taille. Hein. En fait, le plus proche, il est en 1378 ou 1379, je me rappelle plus. Et en fouinant, j'ai retrouvé la source de tout ça. Écoutez ce qu'elle dit. En 1382, on a déjà un problème. Le sous-collecteur de la curie pontificale officiant à Genève notifie l'envoi en Avignon de 10 quintaux de vacherin. Eh oui. 4 quintaux de sérac, 1 quintal de beurre et 4 sommets d'huile de noix pour une dépense de 121 florins, emportant les denrées, 14 caisses, le transport et les péages. Ça, c'est l'édition qu'a faite Jean Favier, qui est un des grands historiens médiévistes français, d'un texte de son livre qui s'appelle « Les finances pontificales », qui est un monument de l'historiographie pontificale. Voilà, lui, il sort le texte original et voyez comment en 2016, tout ça a été complètement passé à la machine. Enfin bon, il n'y a plus rien qui tient la route, quoi. Et pourtant, l'origine, c'est ça. Hein, c'est ce texte où il est question de vacherin, et puis voilà. Alors par contre, il y a un petit truc amusant, c'est pourquoi est-ce qu'en 1382, un pape ou le conclave, non, c'est pas le conclave, je crois que c'est bien le pape à cette époque-là, pourquoi le pape décide de se faire apporter du fromage? C'est parce que le pape, ou plutôt l'antipape à cette époque-là, Clément VII, c'est un fils de la maison de Genève, Robert de Genève, et qu'il avait sans doute la nostalgie du pays et qui s'est fait envoyer des caisses de vacherin. Voilà, c'est ça le fond de l'histoire. Mais vous voyez comme on peut triturer comme ça, et quelquefois on peut aller très loin dans l'interprétation. Hein. Quand vous regardez la communication du fromage d'abondance, aujourd'hui, vous allez voir un pape, bien reconnaissable, avec un bon morceau de fromage devant lui, et l'affaire est jouée. Hein, on relie le fromage d'abondance à tout cet imaginaire de fromage quasi divin, de fromage quasi monastique, oui, puisqu'on veut le faire passer en tant que tel, mais quasi divin, puisqu'il est servi à la table des cardinaux, si c'est en conclave, ou du pape, s'il est bien en vie. Bon. Et oui, il n'a pas pris une ride depuis le XIVe siècle. Ah, on en joue de ce fromage d'abondance. Alors qu'en réalité, même quand on va sur place, c'est-à-dire voir les magnifiques fresques de l'abbaye d'Abondance, si on regarde bien ce qui est passé par le passe-plat, ici,
C'est un vacherin. Et c'est le vacherin qui a de tout temps fait la célébrité, puisque Pantaleone en parlait déjà, hein, du fromage d'abondance. Et puis, oui, alors bon, après on peut multiplier. Donc voilà, le fromage d'abondance, là, le fromage d'abondance, on peut dire, a pillé l'histoire du vacherin, quelque part. C'est un peu un hold-up, comme je l'appelle. C'est le hold-up fromager. Alors, et enfin, le prince des imposteurs, le reblochon. Notre reblochon, fruit d'une fraude médiévale sur les alpages, pour le fisc. Alors, reblochoning, alors là, attention, le reblochon, je crois que l'AOC, c'est un des premiers fromages à l'obtenir dans toute cette galaxie-là. Je crois que c'est 1958. Donc forcément, il a une histoire légendaire qui est beaucoup plus développée parce qu'on a eu le temps de la faire. Et oui, alors là, on peut aller voir partout, hein, presse quotidienne nationale, l'Humanité, le Figaro, la Croix. On peut aller voir partout, hein, ce fromage, voilà, on en parle absolument partout, toujours de la même manière, sauf à quelques exceptions près. L'Humanité. Je me suis demandé pendant longtemps pourquoi, quelquefois, la presse nationale s'intéressait au reblochon. Je me suis dit, est-ce que c'est des coûts marketing de l'Office du tourisme de la Clusaz ou un truc comme ça? Et en fait, non. C'est lié au Tour de France. Soit c'est un article qui est fait par un journaliste national quand il y a le Tour de France, soit quand on publie la carte du Tour. Et quand vous allez fouiner dans l'Humanité et tout, c'est à ce moment-là que des gars comme Gérard Lepuil s'intéressent au reblochon. Alors, si on fait le reblochoning, on va dire qu'il est prisé des Romains. Alors là, attention, hein, on est vraiment sur du haut niveau. Évidemment, notre célébrissime rebloché s'est pincé le pied une deuxième fois. Je suis pas opposé à ça. Hein. On peut dire c'est pincer le pied de la vache une deuxième fois. Le tout, c'est pourquoi faire. C'est une fraude, justement, parlons-en, on en parlera. Quatrièmement, il est célébré par Ronsard et du Bellay. Et on le trouve aussi à la table de Louis XIV. Pareil, à la table du pape, c'était déjà pris, donc il a été à la table de Louis XIV. Et comme ça, nos deux fromages savoyards se partagent les tables les plus emblématiques de l'histoire. Alors, prisé des Romains, bon, je suis passé très vite là-dessus, parce que prisé des Romains, il n'y a rien, absolument rien. C'est purement gratuit, c'est comme notre Léon qui... Allez, bon. Donc ça ne sert à rien d'en parler. Par contre, ça c'est intéressant. Reblocher, pincer le pied une deuxième fois. Alors, les spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord. Il y a une linguiste qui a étudié qui dit que c'est très rafou. Bon. On peut imaginer que c'est pincer le pied de la vache une deuxième fois. Moi, ça me pose pas de problème. C'est pas là où j'ai un problème d'interprétation. C'est sur le fait qu'on fasse du reblochon pour frauder le fisc. Et ça m'a intrigué. Ça m'a intrigué parce que, déjà, le fisc au Moyen-Âge, hein, évidemment, on se rattache toujours au Moyen-Âge. Ça m'a intrigué parce que le mot reblochon apparaît pour la première fois en 1699. C'est-à-dire qu'on est bien après le Moyen-Âge. Il y a autant de temps qui nous sépare, nous, de la Révolution française, que 1699 de la fin du Moyen-Âge. On en est loin, hein, vous vous rendez compte. Hein. Donc il n'y a pas de mention de ce fromage avant cette date-là. Il existait peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme on est historien et qu'on aime bien s'intéresser aux textes et aux sources, il apparaît à cette époque-là. Ça, c'est déjà étonnant. Pour ancrer quelque chose dans le Moyen-Âge, c'est difficile. Hein. Et puis, deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas un seul procès, pas un seul témoignage dans toute la masse documentaire des archives qui existent qui nous parle de cette fraude et de ce fromage qui serait fabriqué pour cette fraude. En fait, la première fois où on parle de cette fraude, c'est en 1940. Et vous allez voir le parallèle avec la raclette, il est frappant. Parce que, en 1940, il faut que je reprenne mes notes là, que je ne vous raconte pas de bêtises. Excusez-moi, 1930. Oui. En 1930, le monde du reblochon est un peu en émoi, parce qu'il y a de grandes difficultés à écouler la production, parce qu'il y a beaucoup de Savoyards qui sont partis faire du reblochon dans toute la France. Il y a du reblochon fabriqué en Franche-Comté, il y a du reblochon fabriqué près de Dijon,
Il y a du reblochon un peu partout. Donc Auguste Thévenet, qui est le président de ce qui pourrait être aujourd'hui l'ancêtre du syndicat du reblochon, décèle là un gros problème pour sa filière. Et il va faire ce que les Suisses vont faire quelques dizaines d'années plus tard. Il va dire, on va aller au tribunal, et puis on va demander à ce qu'on soit les seuls à pouvoir appeler notre fromage reblochon. Mais seulement, Auguste Thévenet, il est bien embêté, comme les Suisses l'ont été, parce que des traces et des preuves historiques que le reblochon est né dans les Aravis, eh bien, il n'y en a pas. Alors, il va demander à un de ses amis, le François Cochat. En plus, je crois que c'est à la Clusaz, au Grand Bornand, il y a une salle qui porte son nom. Il faut faire attention, en honneur justement des travaux historiques de François Cochat. Donc je vais être assez prudent quand même. Qui va s'attacher donc les services de François Cochat pour aller débusquer l'histoire du reblochon. Puis François Cochat est bien embêté, parce qu'il trouve absolument rien. À part dire que reblocher, c'est traire une deuxième fois. Oui, mais alors pourquoi on traite une deuxième fois? Eh bien, pour frauder le fisc, pardi. Pourquoi il a cette idée folle? En fait, parce que François Cochat, il est contrôleur fiscal. En fait, il est percepteur. Et il se dit, s'il traîne une deuxième fois, c'est forcément pour frauder le fisc. Et puis, s'il n'y a pas de traces, eh ben, c'est pas très grave, parce que de toute façon, ça devait se passer comme ça. Et puis, voilà, vous voyez comment naît un mythe, parce qu'en plus, François Cochat et Thévenet vont fournir cet argument au juge, à Annecy, et puis pas de chance, parce que le juge, en fait, il les déboute. En 1940, au printemps 1940, il les déboute. Et comme les Suisses ont été déboutés, il dit non, reblochon, c'est une technique. C'est traire une deuxième fois et n'importe qui peut l'utiliser. Puis seulement, comme on est en 1940, la loi ne sera pas appliquée. Ouais. Et en fait, c'est en 1942 que le syndicat du reblochon va obtenir, par voie réglementaire, va obtenir une protection pour le fromage. Et à partir de là, pendant la guerre, et tout est bouleversé et tout, et bien à partir de là, on ne pourra plus, en France, revendiquer l'utilisation du mot reblochon. Mais il s'en est fallu à un cheveu, enfin un cheveu, si on peut appeler une guerre un cheveu, mais il s'en est fallu de peu. Parce qu'en fait, dans l'histoire et dans les textes, il n'y a absolument rien. Et cette histoire de reblocher, elle est absurde quand on réfléchit. Parce qu'elle supposerait qu'il y a un agent du Seigneur qui soit là quand on traite. Quand il traite les vaches. Ça n'a pas de sens. Puis il faudrait attendre qu'ils soient partis pour le rouler. Puis, parce qu'ils sont bêtes, ces gens. Ils ne savent pas qu'ils font ça. Donc ça n'a aucun sens. Ce qui n'est pas pris, ce que Cochat n'avait pas vu non plus, c'est que beaucoup des pâturages et des alpages étaient pâturés conjointement par les moines et les paysans. Ces gens ont les mêmes intérêts dans l'utilisation des alpages. Ils se connaissent. Ces gens qu'on appelle les convers, qui travaillent dans les abbayes. C'est des paysans. Ils connaissent tout. Ils connaissent les techniques. Troisièmement, souvent, les impôts étaient, affermés, ou en tout cas fixés. C'était une ferme fixe. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, ils payaient tant de fromage, de telle quantité, telle qualité, et c'était tout. Pourquoi frauder dans ces cas-là ? Ça n'a aucun intérêt. Non, il y avait de la fraude. Il y avait de la fraude, mais la fraude, elle ne se passait pas du tout à ce niveau-là. La fraude, elle se passait sur la qualité des fromages qui étaient livrés pour les seigneurs. Alors oui, là, on leur filait vraiment le tout venant. C'est-à-dire le fromage le plus dégueulasse possible qu'on ait dans la fruitière, on leur donnait. À tel point que les moines, se rendant bien compte de la piètre qualité de ce qu'on pouvait leur donner, demandaient à pouvoir mettre d'abord dans les parchemins, c'est rigolo, on voit toute une évolution, à pouvoir d'abord mettre un pied sur le pas de la porte pour pouvoir, avec une chandelle, regarder l'intérieur et désigner les fromages qu'on allait récupérer. Comme ça ne suffisait pas, visiblement, les paysans qui étaient loin d'être des imbéciles mettaient en première intention les plus mauvais. Ils disaient après on va pouvoir en toucher 3 du doigt. Et puis nouveau parchemin, nouvelle explication. Donc la fraude, elle se faisait comme ça. Elle ne se faisait pas par la fabrication de ce fromage. Et pourtant, on fabriquait du reblochon en 1699. Et personne, parce que Cochat avait déjà trop déroulé son histoire, et l'AOC déposé en 1958 avait repris à son compte cette histoire. Et tout le monde a repris à son compte cette histoire, le monde du marketing, de la fraude, parce que c'est chouette. Une idée de fraude. On est tous un peu fraudeurs. C'est chouette l'idée de se dire qu'on est associé à un produit qui fraude le fisc, un truc. Ça nous flatte, ça flatte nos vils instincts, tout ça. Donc tout ça a été repris, mais personne n'a voulu voir ce que le reblochon était certainement. Je suis un peu plus prudent dans mon livre, mais pour moi, plus le temps passe et plus tout s'éclaircit,
c'est que si le reblochon apparaît en 1699, c'est pas pour rien. Et on est à Saint-Gervais, et ça tombe bien parce que on est dans cette époque formidable qu'on appelle le baroque. Le baroque se signale notamment par un intérêt très très soutenu du clergé pour les pâturages et pour les alpages. On va construire des chapelles, on va mettre des croix sur les sommets. Et puis on va bénir les chapelles, on va bénir les troupeaux, on va bénir les cloches, on va bénir ce qu'on appelle les tèches, c'est-à-dire les tas de foin. On va bénir les chalets, évidemment les chavanes, hein, on va bénir le sel aussi. On va tout bénir. Et on a autant le clergé avait au cours de l'époque précédente délaissé la montagne. C'est vrai qu'ici c'est compliqué, hein, Genève est pas loin, il y a de la concurrence, hein, à ce niveau-là. Autant là, à cette époque-là, on assiste à une reconquête des alpages par le clergé. Et il y a un auteur, alors c'est l'auteur le plus, malheureusement, le plus méconnu de sa voix, pourtant c'était un des plus lus au début du XXe siècle, qui s'appelait Henri Bordeaux, membre de l'Académie française, historien écrivain, romancier très prolifique, mais malheureusement un petit peu trop, un peu trop catholique et un peu trop traditionnaliste pour que l'histoire ait retenu son nom, pourtant qui a livré des choses formidables, dont un livre qui s'appelle La Chartreuse du Reposoir. Et il l'écrit en 1920, si je me trompe pas. Et c'est lui, en fait, qui nous donne la clé de lecture de ce qu'est le reblochon. Il explique que pour chaque bénédiction dans les montagnes, les paysans fabriquent un fromage plus gras que tout ce qu'ils font habituellement pour honorer le curé, les vicaires, qui viennent en toute occasion sur les alpages pour bénir ci, pour bénir ça. Donc on a, à mon sens, là une explication qui se tient, qui est plausible, qui est tout à fait dans l'air du temps, qui correspond à la date d'arrivée de ce mot dans l'histoire et à cette reconquête catholique des alpages. Seulement, c'est un peu moins vendeur qu'un produit de fraude. Disons que le public se réduit, malheureusement, ça n'a pas été retenu par les gens de la communication. Et c'est bien dommage. Et je passe très vite, parce que là, je suis vraiment très long. Je passe très vite sur le reste. Bon, une fraude, vous avez compris que c'est une absurdité, en fait. Ça n'a pas de sens. Célébré par Ronsard du Bellay, c'est du pipeau, en fait. Il célèbre le Vacherin. Et c'est pas Ronsard du Bellay, mais c'est Jacques Pelletier du Mans, qui est un membre, lui aussi, de la Pléiade, ce cercle intellectuel de la Renaissance française. Mais c'est ni l'un ni l'autre, mais il parle du Vacherin. Bon, vraiment pas de chance. Et enfin, trouvé à la table de Louis XIV, alors là, encore malheureusement, encore raté, j'ai envie de dire, caramba, encore raté, puisque cette fois on parle aussi du Vacherin. Et c'est vrai que par contre, Louis XIV mangeait du Vacherin et que là on s'en servait à cette époque-là encore comme d'un cadeau diplomatique. Et un des abbés qui était confesseur de la princesse de Conti, qui était bien introduit à la cour, un des abbés qui est une sorte de diplomate savoyard, écrit, en gros, il dit, si vous pouvez me faire venir quelques caisses de Vacherin, ça va drôlement m'aider dans mes démarches diplomatiques auprès du roi. Voilà, en gros, le texte qui sert à dire c'est ça. Voilà, je vous remercie, vous avez été, c'était très long, je vous remercie de votre patience, et puis pour conclure, alors quelques petites conclusions qui me viennent à l'esprit. Tout d'abord, la première, c'est que ces mythes fromagers, ces légendes sont nées, dans bien des cas, à l'occasion de difficultés judiciaires. C'est-à-dire à un moment où il y a un procès. C'est vrai pour la raclette, c'est vrai pour le reblochon. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est cette volonté absolument des gens qui font du marketing et qui font de la communication, d'ancrer ces fromages dans un passé médiéval complètement rêvé. Bon, là encore, c'est purement marketing, c'est des méthodes forcément traditionnelles, c'est le moine, c'est le roi, c'est relié de manière même inconsciente à tout ça. Parce qu'en réalité, quand on regarde la réalité des choses, c'est que rien que la part paysanne du reblochon, pour ne parler que de lui, vous allez dire que je m'acharne sur lui, mais rien que la part paysanne du reblochon, elle ne représente que 10% de la production d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'essentiel de la production, c'est du reblochon laitier. C'est du reblochon qui est un fruit de mélange de plusieurs laits, qui viennent de fermes qui sont souvent en plaine, et qui sont d'ailleurs les plus touchées par la dermatose.
Hein, les paysans qui montent leurs vaches en montagne, ils sont moins touchés par la dermatose. Bon. Quelques petites choses, je me suis dit que parmi nous, ce soir, il y aurait quelques amateurs de fromage qui se diraient, bah, tiens, je vais peut-être aller acheter un petit truc. Je me suis dit que ce serait bien de faire faire notre marché, hein, pour vous donner quelques idées, mais en plus, comme l'équipe de culturelle nous a concocté un petit apéritif fromager, vous allez pouvoir goûter en direct tout ça. Donc voilà les prix et voilà les appellations. Alors le Nec Plus Ultra, c'est le Beaufort d'alpage. Celui-là, il n'est pas à 25,50 € le kilo. Hein. Là, on est à 40. Mais par contre, le fromage Beaufort d'été, on peut le voir aujourd'hui à 50 kg dans certaines fromageries. Ne vous laissez pas avoir, à la coopérative d'Emnaplane, il est à 25,50 €. Ça reste un fromage très cher, mais c'est justifié. C'est justifié parce que le Beaufort, c'est le fromage le plus sage dans son cahier des charges. C'est celui qui oblige vraiment à monter en altitude et pas à réunir le lait de troupeaux. Voilà. Ça, c'est un fromage. Voilà. Donc, on le paye cher, mais il le mérite. Et là, il faut l'aider, le Beaufort, parce que la filière est en difficulté. Bon, pour le reblochon, tartiflette et compagnie, vous voyez, on le trouve à 8,70 € la pièce dans une fruitière. L'abondance, pareil, on peut le voir jusqu'à 46 € de kilo, l'abondance. Mais ils nous mettent quoi dans le papier pour à ce prix-là? C'est quoi? C'est de l'or? C'est du... Et puis la raclette. Alors, la raclette, si vous avez l'occasion de prendre le col du Grand Saint-Bernard, arrêtez-vous à Lide. Arrêtez-vous même la nuit, parce qu'il y a un distributeur. Et là, prenez du bagne 4. Et là, vous ferez une raclette. Après cela, plus aucune raclette ne vous paraîtra digne de ce nom. Du bagne 4 à Lide, distributeur automatique, vous y allez, c'est sensationnel. On le voit sur le bord de la route quand on monte. Allez, un dernier petit mot pour finir de rigoler. Tartiflette, ton univers impitoyable. Oui, parce que j'ai été très très en colère en constatant, j'ai des copains qui travaillent, dans la grande distribution et notamment dans le gros, notamment dans des stations. Et je ne vais pas vous dire où, là encore par charité chrétienne. Et ils me disaient, mais tu sais, il y a beaucoup de restaurateurs pour faire des tartiflettes. Ils achètent tous la même chose. Tu sais ce qu'ils achètent? J'ai compris, effectivement. Ils vont à Alpigros, à Métro, et qu'est-ce qu'ils achètent? Pour faire une tartiflette qui va vous coûter 22 € la portion. Hein. Eh bien, ils vont vous trouver le best-seller du groupe Pomona, là, la tartiflette surgelée. Coût de revient pour la portion, 2,45 €. C'est pas ça le pire. C'est regardez ce qu'elle contient. Elle contient crème fraîche. Normalement, une tartiflette, c'est 15-20% de rebloche. Crème fraîche, 9,9%. Fromage à raclette, 7,2%. Reblochon, 2,2%. C'est-à-dire que pour 100 grammes, allez, on va vous octroyer une royale part de 200 grammes de tartiflette. Vous allez avoir 4 grammes de reblochon dedans. Vous voyez? Ça, c'est intéressant. Évidemment, c'est transformé en Bretagne. Et comme il se doit, on y trouve des traces de soja et de céleri à l'intérieur. Voilà. Donc, exigez une tartiflette maison. Quand vous allez chez un restaurateur, demandez une tartiflette maison avec une vraie moitié de reblochon. Parce qu'autrement, c'est ça que vous allez avoir dans l'assiette. Et avec une pastille verte, si possible, parce que c'est du fermier et pas du laitier. Et pour terminer, on se termine sur cette très belle gravure. Regardez comme ils sont beaux. Ces gens en train de faire la fête autour d'un morceau de fromage. Mais c'est bien possible autour de cette ricotta. Seulement, regardez bien cette ricotta d'un peu plus près. C'est pas une ricotta. C'est une tête de mort. Eh oui, parce que derrière le moment convivial, comme celui qu'on va vivre dans quelques instants, faut pas oublier, c'est ce que cette vanité, c'est ça, nous révèle. Il faut profiter de l'instant présent, mais ne pas oublier ce qui nous guette, même au travers d'un bon morceau de fromage. Voilà. Eh bien, je vous remercie, vous avez été très patients.